Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre morale est au beau fixe. Pour ma part, je vais très bien, contrairement à ce que le titre de ma vidéo pourrait laisser penser. Bienvenue donc dans ce sixième cours de philosophie générale consacré à la notion de vivant, où il ne sera pas tant question de vous dissuader de faire une bêtise que de prolonger nos interrogations précédentes autour de la théorie de l'évolution de Darwin. Quel est le lien entre une situation critique où le sens de la vie nous échappe et où nous préférerions en finir et le fait qu'il y a un processus de sélection à l'œuvre dans la nature fondé sur le hasard? Et bien justement, ça va être tout l'objet de cette vidéo où nous allons remettre en question une partie de la théorie de l'évolution de Darwin, ou tout du moins nous allons voir quelles critiques ont été faites de cette théorie et nous allons examiner en quoi ces critiques paraissent fondées ou non. Ensuite, nous verrons à partir de ces critiques quel intérêt il peut y avoir à rester en vie de façon concrète sur un plan existentiel. Mais mon but, ça va être de montrer que le plan existentiel ne doit pas être séparé justement du plan strictement biologique. C'est une erreur de faire ça. Donc, cette vidéo me tient particulièrement à cœur car elle a un rapport avec une notion que je pense avoir trouvée à partir de mon étude personnelle de la philosophie de Schopenhauer, donc c'est bien évidemment sur sa pensée que je vais insister ici. Mais d'abord, bien entendu, il faut dissiper un malentendu. Ce n'est pas la dimension scientifique de la théorie évolutionniste de Darwin que je vais remettre en question, c'est plus un présupposé sur lequel elle repose. En effet, on a vu précédemment que la dynamique qui rendait compte de l'évolution des espèces était l'adéquation ou l'inadéquation entre des qualités héritées d'une espèce à travers le temps et le milieu naturel au sein duquel l'espèce est adaptée ou non à la survie. Si on résume ça de manière très synthétique, voilà où on en est. Sauf que cette idée-là repose sur un principe, le fait que chaque espèce lutte pour sa propre survie, et que la survie soit la finalité suprême de l'existence. Vous commencez à voir le lien avec le sujet de la vidéo, je pense. Est-ce que l'on peut réellement affirmer que nous ne vivons que pour survivre? Survivre impliquant de nous rassurer, de nous assurer que notre organisme soit viable et fonctionne toujours bel et bien, si on voit ça du point de vue strictement biologique. C'est sur ce point que la théorie de l'évolution de Darwin a été remise en question par des disciples ou en tout cas des philosophes fortement influencés par Schopenhauer. Je ne vais pas faire une vidéo consacrée à leurs idées au cas par cas. Je vais les aborder de manière rapide. Donc, celle de Schopenhauer étant inconnue au bataillon, je pense que c'est celle-ci qui mérite le plus d'être mise en avant. Toutefois, on peut trouver quelques éléments contradictoires chez Nietzsche, chez Bergson, à l'égard de cette célèbre théorie, de même que chez Bataille ou Freud. Pour Bataille, il s'agira avec sa notion de dépense de dire que le vivant est animé par une volonté de destruction afin de réguler l'excédent de vie et d'énergie présent dans les individus qui possèdent une part d'énergie vitale superficielle par rapport à leur seule survie. Pour Nietzsche, il s'agira de dire que la vie a pour but non pas la simple survie, mais la puissance et la joie qui résultent de la résistance à l'adversité, à ce qui s'oppose à la simple conservation. C'est pour cela par ailleurs que Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, critique de façon virulente l'opulence des individus matérialistes, ne cherchant que leur simple confort matériel, et aussi pourquoi il prétend qu'il y a plus d'intérêt à vivre dangereusement. Bergson, quant à lui, envisagera que la création et la joie qui en découlent soient la seule vraie finalité de la vie des espèces, et que c'est pour créer du renouveau et de nouveaux êtres ou de nouvelles œuvres singulières que la vie continue. Ce dernier pensant que la seule survie n'est pas franchement assez stimulante pour rendre compte d'une vie qui s'est développée de manière aussi exponentielle en résistant à la rigidité propre à la matière inerte composant le monde. Enfin, Freud, en distinguant Eros, pulsion sexuelle orientée vers des comportements favorisant la vie et la création, et Thanatos, pulsion de mort destructrice rendant compte des comportements humains nuisibles à eux-mêmes,
a bien montré que la survie ne pouvait constituer la finalité suprême de l'existence, ne serait-ce que parce que la recherche du plaisir qui domine dans notre existence peut nous éloigner de ce but initial. Je vous fais part de ces idées afin que vous ayez des pistes de réflexion à explorer sur la question si vous voulez, mais en gros, on a remis en question le fait que la survie soit le seul moteur tant de l'évolution des espèces que de la vie elle-même, en mettant en avant une alternative dominante à la seule survie dans notre existence. Soit on fait comme Bataille et Freud et on met l'accent sur les comportements destructeurs qui empêchent la seule survie et qui demeurent récurrents, soit on fait comme Bergson et on montre que c'est la création et le renouveau qui donnent son impulsion à la vie puisque l'élan vital est un élan créateur chez lui. Ou alors on combine un peu les deux approches et ça donne Nietzsche, pour qui joie, création et destruction sont intimement liés. Bon, c'est bien beau toutes ces intuitions, mais quel est le rapport avec Schopenhauer et surtout, est-ce qu'en critiquant le primat de la lutte pour l'existence dans notre survie, toute espèce ne vivant que pour rester en vie, ce qui paraît bien triste si on le voit de façon frontale sans trop de recul, ces auteurs ne critiquent pas également le célèbre concept de vouloir vivre présent chez Schopenhauer, et y a-t-il en conséquent un rapprochement à faire entre Darwin et Schopenhauer ? C'est tout l'objet du travail de recherche que j'ai réalisé, en tout cas en partie, que j'aimerais approfondir davantage à l'avenir, mais j'ai eu envie de vous en faire part car je trouve cela intéressant, et aussi parce que c'est pertinent pour traiter une notion telle que le vivant. Pour Nietzsche, on sait que c'est le cas puisque son concept de volonté de puissance est une transformation du concept de vouloir vivre de Schopenhauer. La vie ne veut pas la survie, mais la puissance, car on observe des œuvres de guerre ou de création qui s'éloignent de la simple utilité vitale et peuvent même parfois l'invalider. Sauf que, et ça c'est quelque chose que je n'ai jamais lu nulle part, en tout cas nulle part ailleurs, et dont j'ai pris connaissance en étudiant Schopenhauer dans le détail, cette critique du fait que la survie soit la seule finalité de l'existence prend racine d'une certaine façon chez Schopenhauer. Schopenhauer qui, avant de mourir, a eu le temps de se positionner contre Darwin, sans développer malheureusement son argumentation. Je vais m'appuyer, dans un premier temps en tout cas, sur un superbe ouvrage dont j'ai déjà eu l'occasion de parler une autre fois, du nom de la volonté dans la nature, où Schopenhauer a pris la peine de confronter ses intuitions et ses idées aux découvertes scientifiques de son temps pour parfaire son système. Dans la préface de cet ouvrage, sur laquelle je reviendrai plus tard et qui est passionnante, Edward Sand, celui qui écrit la préface, mentionne le fait que lors d'une correspondance, peu de temps après que l'origine des espèces de Darwin soit sortie, un disciple fera remarquer à Schopenhauer qu'encore une fois il avait eu énormément de flair, puisqu'il avait anticipé le fait que la vie soit régie par une lutte pour la conservation. En effet, on le sait déjà, mais Schopenhauer pense que chaque être vivant est caractérisé par un instinct de conservation irrépressible qui se manifeste, comme dans la théorie du biologiste Bichat dont il revendique l'influence, par opposition à ce qui pourrait entraîner sa mort. La respiration et la circulation sanguine, par exemple, ne sont pas tant des mécanismes permettant la vie du corps que des mécanismes chargés d'empêcher la mort, à tout instant ce faisant. Eh bien, grâce à Edward Sand, on sait ce que Schopenhauer pensait de la théorie de l'évolution de Darwin, en tout cas pour ma part, grâce à lui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est lapidaire et expéditif, mais suffisamment précis pour qu'on puisse se faire au moins une vague idée, surtout si on étudie le reste de sa pensée, et ça c'est mon travail, et c'est aussi le travail que Edward Sand a accompli. Schopenhauer répond à son disciple qui ne partage pas son rapprochement avec Darwin, et il qualifie sa théorie de l'évolution de, je cite, « plat empirisme » et de variation autour de la théorie de Lamarck. Lamarck, dont on a déjà parlé la dernière fois, et dont on va dire à nouveau un mot ici. Pourquoi Schopenhauer parle de plat empirisme, d'une part, alors que celui-ci a toujours revendiqué une approche qui ne soit pas exclusivement métaphysicienne,
Et ce dernier n'exagère-t-il pas en prétendant que ce n'est qu'une variation autour de la théorie de Lamarck? Tout d'abord, quelques précisions sur la théorie du vivant de Schopenhauer, ça fera du bien à votre culture philosophique, qui a le mérite de proposer une typologie des différentes formes de vie, chose que l'on retrouvait du temps d'Aristote par ailleurs. Je fais ça pour qu'on comprenne bien que le sujet de la vidéo, pourquoi rester en vie, est tout de même assez spécifique, et s'applique principalement à une réflexion sur l'homme, la question étant aussi de se demander pourquoi justement. Dans sa toute première thèse de doctorat, son premier ouvrage écrit quand il était tout jeune, qui se nomme De la quadruple racine du principe de raison suffisante, Schopenhauer établit les différentes manières dont un être est animé, ce qui l'amènera à saisir spécifiquement la motivation propre aux êtres vivants et la cause spécifique amenant chaque être à rester en vie. J'en reparlerai à l'occasion parce qu'on verra que Schopenhauer considère de cette façon des degrés de liberté ou de déterminisme dans son essai sur le libre arbitre. Bref, au plus bas, en termes d'autonomie de mouvement, on trouve la roche minérale, tout ce qui est de l'ordre du minéral est réceptif à la seule causalité et reçoit donc toujours son mouvement du dehors. La pierre, si on la bouge pas, elle va rester où elle est, hein. Voilà, c'est simple à comprendre. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au plus un être est organisé de façon complexe, au plus il est conscient d'exister, au plus il a l'impression d'être libre, et ça change complètement la manière dont celui-ci se maintient en vie. Pour la pierre, qui n'est pas vivante du tout, il n'y a pas de problème, elle est intégralement soumise à la causalité et n'est pas consciente d'elle-même, son mouvement étant proportionnel à la force qu'on exerce dessus. Ensuite, vient les végétaux. Là, on est sur ce que Schopenhauer appelle l'excitation, c'est plus complexe que la simple causalité décrite précédemment, puisque les végétaux ont la faculté de croître selon un certain degré de luminosité et une certaine quantité d'eau. Autrement dit, l'excitation est une forme de poussée et de croissance relative à des besoins qui sont sujets à une certaine mesure. Trop de soleil fera sécher la plante, trop d'eau abîmera également cette dernière, mais pas assez de l'un et de l'autre la tuera. Il y a donc une forme de réceptivité chez la plante que l'on ne retrouve pas à l'état de la simple roche, et qui ne cessera de prendre de l'ampleur jusqu'à arriver jusqu'à l'homme. Pour ce qui est des animaux, la représentation abstraite qui va les animer et les pousser à vivre, ça va être ce que Schopenhauer nomme les idées concrètes ou concreta, relatives à leur expérience qui les orientent vers ce dont ils ont besoin pour leur survie, tandis que pour les hommes, il n'y a pas que les idées concrètes qui se rattachent à une expérience immédiate qui pousse les hommes à agir, et qui les met en activité, mais les idées abstraites ou abstracta. Vous savez, c'est les idées métaphysiques, ça peut être Dieu, mais de manière générale, c'est toute forme d'idée qui est le propre de la spiritualité humaine. Des motivations qui sont conformes donc à leur raison, puisque l'homme possède la raison. Qu'est-ce que ça signifie en profondeur? Cela signifie que chaque être vivant, tout en voulant vivre, n'est pas soumis au même degré de conscience, et que c'est en l'homme que cette survie peut poser problème. Pourtant, le fait qu'il y ait lutte pour la domination, du fait que chacun soit régi par une forme d'instinct de conservation égoïste, cela s'entend. Ce qui paraît plus étrange, c'est le fait qu'un tel instinct puisse pousser certains à risquer leur vie, ou que le suicide soit une option suivie par certains êtres humains. Chose que l'on ne trouve pas dans les autres espèces, chez lesquelles justement l'instinct de conservation fonctionne au mieux. C'est sur ce point que l'on va justement réfléchir maintenant, mais avant, pour ce qui est de l'accusation de Schopenhauer par rapport à la variation autour de la théorie de Lamarck, il n'est pas entièrement faux de dire qu'elle en est très proche, et on a déjà expliqué pourquoi dans la vidéo précédente. Pour développer ce point et préciser en quoi Schopenhauer s'inspire de Lamarck, et peut se montrer critique à l'égard de Darwin, je vais faire la synthèse entre ce que dit ce dernier dans le chapitre Anatomie comparée dans De la volonté dans la nature et l'analyse proposée par Edward Sands dans la préface de l'édition PUF.
il apparaît que Schopenhauer partage avec Lamarck l'idée selon laquelle la fonction crée l'organe. Autrement dit, les attributs d'une espèce sont bien déterminés par les besoins de la vie. C'est parce que le singe a besoin de bras pour s'accrocher aux arbres et vivre qu'il a de grands bras souples. De fait, tout comme Darwin, Schopenhauer réfutait avant lui le fait qu'une espèce puisse développer des qualités à travers le temps par des habitudes liées à l'effort manifesté en vue de la survie. Autrement dit, si la girafe avait dû attendre d'avoir le cou assez long pour pouvoir manger le fruit dans l'arbre, elle serait morte et l'espèce serait déjà atteinte. Ça, on l'a vu récemment. Et Schopenhauer le remarquait déjà. Mais là où ça devient intéressant, c'est la raison supposée pour laquelle Schopenhauer ne se contente pas de critiquer simplement Lamarck sur ce point et qualifie Darwin de plein empirisme. C'est parce que, justement, et c'est logique, Schopenhauer ne croit pas en une évolution dynamique à travers le temps des espèces. Il croit en leur fixité sous la forme d'idées, conformément à son héritage platonicien. En effet, c'est cela que Schopenhauer ne veut pas admettre, le fait qu'une espèce soit soumise à une transformation graduelle par étapes au sein du processus de lutte pour la survie. Autrement dit, si une espèce est éteinte, elle existe toujours sous la forme de l'idée à laquelle renvoyer cette espèce et ses propriétés spécifiques. On a bien une idée du dodo ou du loup de Tasmanie en tête par exemple. Pourtant, ce sont des espèces qui n'existent plus, qui sont éteintes. Donc ce n'est pas faux dans l'absolu, mais cela devient plus problématique si on en vient à penser qu'une espèce, tout en devenant radicalement différente de ce qu'elle a été initialement, afin d'être adaptée à la survie, est un prolongement de cette espèce antérieure. C'est-à-dire qu'il y aurait une continuité stricte. En gros, la question est de savoir si l'on peut sauver la dimension idéaliste de la théorie de Schopenhauer en insistant sur le fait que chaque espèce possède son identité propre et qu'elle disparaît à travers le temps pour laisser place à une nouvelle espèce complètement différente. Si on adhère à l'idée d'une évolution progressive des espèces en vue de leur adaptation, on peut toujours émettre la possibilité que l'idée que l'on a d'une espèce reste relative à ce que l'on connaissait de ses propriétés à un instant donné, et que l'idée de progression n'exclut pas nécessairement des propriétés fixes et conformes à une espèce à un moment donné, mais à un moment donné seulement, et Schopenhauer pense que les espèces sont intemporelles. Enfin, ça c'est la parenthèse relative à une éventuelle critique que l'on pourrait faire de la théorie de Schopenhauer, en montrant que l'idée de fixité des espèces n'est pas une aberration, tout du moins en ce qui concerne leurs propriétés, sinon on ne pourrait même pas les définir et les classifier quand bien même une évolution à travers le temps aurait lieu. Bref, les membres d'une espèce peuvent disparaître, mais jamais l'espèce en tant que telle, dans son idéalité, et la vie prise dans son ensemble encore moins. Ce point-là est essentiel et intéressant pour remettre en jeu la question que j'ai choisie comme angle d'attaque. Pourquoi rester en vie ? En effet, il y a une distinction que fait Schopenhauer et qui est d'une grande fécondité. On retrouve ça plutôt dans le monde comme volonté, comme représentation. Mais en réalité, c'est une distinction qui est toujours sous-tendue et qui n'est jamais très loin. C'est la distinction entre la vie et l'existence. En effet, rappelons au cas où, à la personne qui m'écouterait et qui ne le saurait pas, que la volonté est la force qui anime chaque être présent dans le monde, et qui l'incarne toujours de façon singulière, au moins illusoirement. C'est cette volonté qui est à l'œuvre dès lors que chaque individu veut quelque chose, et cherche la conservation, et elle s'exprime à travers ce vouloir vivre qui exige la conservation de la vie comme processus physiologique, comme on l'a dit précédemment. Bon, en réalité, c'est pas sorcier, hein. Ce qui nous est commun, c'est que, on veut vivre, on est des êtres vivants. Voilà, c'est universellement constatable. On est poussé à toujours désirer quelque chose, et nos désirs, justement, ont un rapport avec ce qui nous convient, et ce qui va contribuer à notre existence. Donc, en effet, il y a la vie d'un côté, qui est un phénomène universel,
s'étendant à tous les êtres dont on a vu qu'ils étaient dotés d'une forme de motivation, variant selon qu'il s'agisse de l'espèce végétale, animale ou humaine, et il y a de l'autre l'existence qui est la manifestation particulière de la vie, comme expression particulière donc de la volonté, au sein d'un être à part entière s'accompagnant de conscience, puisque exister, c'est avoir conscience du fait que l'on soit. Or, justement, dans un passage très intéressant de la volonté dans la nature, au chapitre Anatomie comparée, Schopenhauer fait une critique d'un finalisme rationnel à l'œuvre dans la nature qui nous amènera à concevoir celle-ci comme la création d'un esprit à partir de la séparation nette et marquée entre vie et conscience. La conscience y est décrite comme étrangère et même inefficace par rapport à la vie même, car l'instinct est plus efficace pour permettre le développement de la vie. Schopenhauer prend l'exemple des alvéoles créés par les abeilles, dont la forme est parfaite, la présence d'artefacts produits par des espèces animales ou insectes, dépourvus de conscience ou régis principalement par l'instinct, prouve, selon Schopenhauer, que l'on n'a pas besoin de faire l'hypothèse d'un Dieu créateur pour expliquer la présence de la vie sur Terre. En effet, si la vie est avant tout la résistance face à la mort, et la manifestation d'un instinct de conservation à l'œuvre, à travers les différentes espèces qui peuvent produire sans aucune forme d'intelligence des choses dont la forme et l'organisation nous apparaissent comme étant parfaites, il n'est pas possible d'affirmer que le monde est le résultat d'un créateur rationnel, car la vie repose sur un déterminisme aveugle et instinctif, et la conscience est minoritaire à l'échelle de la réalité. C'est en ce sens que la question qui taraude le dépressif qui aura déjà cessé d'écouter cette vidéo à ce stade, en pensant à tort qu'il allait peut-être avoir droit à du développement personnel pour aller mieux, à la place il a le droit à des considérations sur la philosophie du vivant de Schopenhauer et sur les problèmes théoriques liés à l'évolution des espèces, le pauvre, à savoir, pourquoi rester en vie ? Et cette question-là, justement, elle est parfaitement contextualisée maintenant. Ce genre de question n'a aucun sens pour la grosse majorité des êtres vivants, et la question devrait davantage être à quoi bon exister. Pourquoi ? On en arrive là justement au point qui est en rapport avec les philosophes que j'évoquais en début de vidéo, parce que, à partir de ce que dit Schopenhauer, et de l'analyse que fait Edward Sands dans la préface dont je vous ai parlé, la théorie de l'évolution de Darwin ne permet pas d'expliquer le sens d'une évolution de la vie vers des formes toujours plus conscientes, trouvant son plus haut degré avec l'homme. En effet, Schopenhauer admet comme Darwin que le vivant est sujet à une diversité d'espèces dont le développement tend vers des formes toujours plus élaborées et conscientes d'elles-mêmes. Historiquement, les plantes sont très anciennes et la forme humaine de la vie n'est apparue que bien après les animaux, en particulier les premiers qui furent les dinosaures. Mais la différence avec Darwin, c'est que Schopenhauer considère que la raison, en fait, on pourrait dire que c'est une sorte de bug. C'est un bug créant une forme de contradiction par rapport à la théorie de l'évolution de Darwin. Si l'espèce humaine a su, par sa raison, s'organiser et tirer profit de la nature et de son environnement pendant des siècles et des siècles, comment expliquer que ça soit cette même raison qui le menace tant sur un plan individuel que générique ? En effet, on ne voit pas pourquoi l'évolution aurait doté une espèce dominante sur Terre d'une propriété, la raison, qui l'amène à souffrir plus durablement que le reste des animaux, puisque les animaux raisonnent à partir de l'instant présent et qui le conduit à souffrir de troubles métaphysiques et existentiels. La raison ne parvenant pas toujours à soulager ceux-ci par ses idées soi-disant rassurantes. Il y a donc une tension, une antinomie, en tout cas c'est la thèse que je soutiens, tout du moins apparente, entre la survie, qui serait le but de chaque être vivant, et le mal-être possible que la réflexion sur sa propre souffrance peut engendrer, la raison n'étant pas synonyme de rationalité pour Schopenhauer,
mais prolongeant les instincts de la volonté, elle peut parfaitement engendrer des pulsions suicidaires qui n'ont rien de rationnel. Puisque je rappelle que chez Schopenhauer, la raison, c'est rien du tout, c'est juste la capacité à produire des idées, et elle n'est prolongée que par nos instincts. Lorsqu'un individu est au bout du rouleau, qu'il se dit au bout de sa vie et qu'il se demande pourquoi rester en vie, il veut en réalité vivre pour Schopenhauer. Le cas du suicide, Schopenhauer le décrit au livre 4 du Monde comme volonté comme représentation, dans un texte magnifique, où ce dernier montre que celui-ci est illusoire et absolument vain. Ne plus vouloir vivre, c'est encore vouloir vivre. En effet, vouloir se suicider, ça sera encore vouloir paradoxalement, puisque vouloir en finir avec une existence que l'on estime ne plus supporter, c'est estimer que la nôtre est indigne de notre personne relativement à une autre existence que l'on aurait jugée meilleure. Mais en réalité, le suicide ne mettra pas fin à la souffrance, et on retombera ici sur la distinction que j'ai montrée juste avant, car se supprimer en tant qu'individu, ce n'est supprimer que l'existence, pas la vie elle-même qui continuera, quoi qu'il arrive, et la souffrance qui l'accompagne. Notre existence individuelle n'est qu'une manifestation illusoirement singulière d'une volonté commune et universelle à tous les êtres. Elle est donc distincte de la vie comme processus biologique inaltérable. Ainsi, se supprimer, c'est s'avouer vaincu par son existence et croire à tort en finir avec la vie, alors que celle-ci est un perpétuel recommencement et ne cessera jamais tant qu'il y aura des êtres se reproduisant et contribuant ainsi à la survie de l'espèce. Le vrai mode de vie héroïque, selon Schopenhauer, serait de ne plus vouloir vivre, précisément, en niant la volonté à la racine, et en devenant un authentique ascète tel que Bouddha, qui ne comprend justement plus le caractère fondamentalement essentiel du désir. Il comprend qu'il ne fait qu'un avec le tout qui l'entoure, et il se fond avec ce dernier. Ne désirant plus, il cesse de souffrir et il nie courageusement la vie elle-même dans son essence qui est le désir. Faire face courageusement au caractère douloureux de l'existence, en allant jusqu'à le nier, c'est avoir compris en profondeur ce qu'était la vie. Vouloir en finir, c'est une défaite et une illusion qui consiste à croire que la fin de notre existence mettrait fin à la vie même. En conclusion, on peut dire que si la vie prend un cours imprévisible chez l'être humain et peut parfois être sujette à des comportements autodestructeurs, cette antinomie entre survie et autodestruction, qui est le propre de la volonté, cette antinomie-là, justement, ne peut être considérée que sur le plan de l'existence, pas de la vie elle-même, qui reste immuable et se situe non pas au niveau de l'individu, mais bien plutôt de l'espèce. Ne plus vouloir vivre, c'est bien toujours ne plus vouloir exister, et se demander pourquoi rester en vie ne peut qu'être le résultat d'une composition biologique humaine dont la raison menace l'intégrité du corps avec des idées mortelles, mais plus en profondeur, cette question repose sur la confusion entre exister et vivre. Nous existons en tant qu'êtres vivants, et la vie qui est en nous nous dépasse et englobe chacun d'entre nous. C'est donc la croyance selon laquelle la vie s'arrête avec notre propre existence qui nous rend lâches, aussi bien vis-à-vis de la nécessité de rester en vie que de ce que nous laisserons derrière nous une fois notre individualité supprimée. Voilà, j'ai terminé cette série de vidéos sur la notion de vivant, et j'ai développé une synthèse d'une partie de mon travail de recherche antérieur. Je suis bien conscient que c'est très long, mais je voulais faire cette vidéo depuis bien longtemps là-dessus, donc il fallait absolument que je m'y consacre pleinement une fois que j'en aurai le temps. Je ne sais pas encore exactement sur quoi portera ma prochaine vidéo à l'heure actuelle. Il est possible que je m'arrête pendant un certain temps pour des raisons professionnelles. En attendant, merci aux quelques-uns qui m'auraient écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à une prochaine fois.